Sur un trottoir bondé, un homme en costume de luxe est assis sur le bord, pleurant désespérément après avoir reçu la nouvelle la plus dévastatrice de sa vie. Soudain, une petite mendiante s'approche, lui tend un morceau de pain et demande innocemment « Monsieur, vous pleurez de faim vous aussi ? Je sais ce que c'est, mon ventre me fait mal aussi. » Le millionnaire regarde cet enfant qui, bien que n'ayant rien, offre tout ce qu'elle possède. Ce qui se passe ensuite est si inattendu que cela laisse tout le monde sur les lieux en état de choc complet. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le trottoir de la 5e avenue bourdonnait de l'effervescence habituelle de fin d'après-midi lorsque Robert Morgan, PDG de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, s'est effondré. Ses genoux ont cédé, heurtant le béton froid, son téléphone portable glissant de ses doigts tremblants. L'écran brillait encore du message qui venait de briser son monde « Je suis tellement désolé, Monsieur Morgan. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, mais Marina n'a pas survécu aux complications. » Marina, sa fille unique, sa raison de vivre depuis qu'il avait perdu sa femme d'un cancer 5 ans auparavant. La jeune fille de 17 ans qui luttait courageusement contre une maladie auto-immune rare depuis plus d'1 an. La même jeune fille qui, le matin même, avait souri et dit qu'elle se sentait mieux, qu'elle serait bientôt à la maison. Des larmes coulaient de manière incontrôlable sur son visage, tachant son costume italien à 10 000 $. Robert se moquait des regards insistants des passants, des murmures ou de sa réputation d'homme inébranlable. À cet instant, il n'était qu'un père dévasté par la plus profonde douleur qu'un être humain puisse connaître. Les bruits de la ville semblaient lointains, comme s'il était sous l'eau. Ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine voir la photo de Marina sur le fond d'écran de son téléphone. Un sourire radieux, des cheveux bruns flottant au vent, une photo prise lors de son dernier anniversaire avant que la maladie ne commence à consumer sa vitalité. « Monsieur ?» Une douce voix enfantine perça le brouillard de son chagrin. « Vous pleurez de faim vous aussi ?» Robert leva le visage, les larmes brouillant sa vision. Une petite fille, pas plus de 6 ans, se tenait devant lui. Ses pieds nus étaient sales, sa robe un peu déchirée sur les bords, mais ce qui le frappa le plus, ce furent ses yeux, grands, bruns et remplis d'une compassion qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. La petite fille lui tendait un morceau de pain écrasé, probablement son seul repas de la journée. « Quand mon ventre me fait très mal à cause de la faim, je pleure comme ça aussi, » continua-t-elle, sa voix portant une sagesse bien trop tragique pour quelqu'un de si jeune. Le contraste était surréaliste. Il était là, un homme qui pouvait acheter pratiquement tout ce qu'il désirait, se voyant offrir la seule nourriture qu'une enfant sans abri possédait. L'ironie de la situation le frappa comme un coup de poing dans l'estomac, intensifiant ses sanglots. « Vous n'avez pas à pleurer, monsieur, » insista la fillette, faisant un pas de plus, le pain toujours tendu dans sa petite main crasseuse. « Vous pouvez en avoir la moitié. J'ai appris que quand on partage, la faim fait moins mal. » Robert essaya de parler, mais sa voix le trahit. Comment expliquer à une enfant que sa douleur n'était pas physique? Comment dire qu'il venait de perdre la seule personne qui donnait encore un sens à son existence? Comment avouer que tout son argent, son pouvoir et son influence n'avaient pas suffi à sauver sa fille? La fillette, interprétant son silence comme une hésitation, cassa le pain en deux avec ses doigts délicats. « Tenez, » dit-elle en lui offrant le plus gros morceau. « Cette moitié est à vous. » Le geste était si pur, si dénué d'arrière-pensée, que Robert sentit quelque chose se briser encore plus en lui. Cet enfant, qui n'avait manifestement rien, était prête à partager le peu qu'elle possédait avec un parfait inconnu. Pendant ce temps, il avait passé des années à accumuler des richesses, à bâtir un empire, mais à la fin, rien de tout cela n'avait d'importance. « Comment t'appelles-tu » réussit-il à demander entre deux sanglots. « Sophia » répondit-elle avec un petit sourire, « mais tout le monde m'appelle Fia. » Sophia. Le nom signifiait sagesse, et il y avait quelque chose de profondément sage dans l'innocence de cet enfant, quelque chose qui lui fit réaliser à quel point il s'était éloigné de l'humanité dans sa quête acharnée de succès et de contrôle. Un homme en costume noir s'approcha précipitamment. « Monsieur Morgan, la voiture attend. Nous devons aller à l'hôpital pour ?» Sa voix s'éteignit en mentionnant la destination. Robert se leva lentement, ses jambes encore chancelantes. Sophia recula d'un pas, soudainement timide en présence de l'autre homme. Le morceau de pain était toujours dans sa main tendue, une offre de compassion qu'il n'eut pas le cœur d'accepter. « Merci, Sophia, » murmura-t-il, « mais garde le pain. Tu en as plus besoin que moi. » Alors qu'on le guidait vers la limousine qui attendait, Robert ne parvenait pas à chasser l'image de la petite fille de son esprit. Au milieu de la douleur cuisante de la perte,
Quelque chose dans cette rencontre avait touché son âme d'une manière qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Ce qu'il ne savait pas, alors que la limousine glissait sur l'asphalte en direction de l'hôpital, c'est que ce bref instant changerait sa vie à jamais. Sophia resta sur le trottoir, regardant la voiture s'éloigner, le pain rompu toujours dans ses petites mains, ignorant que son acte de bonté avait planté une graine de transformation dans le cœur d'un homme dévasté par le chagrin. La nuit dans l'appartement terrasse était suffocante. Robert faisait les 100 pas, ses pas résonnant sur le sol en marbre italien. Les murs, autrefois témoins silencieux de sa vie parfaitement contrôlée, semblaient maintenant se refermer sur lui. Dans ses mains, il tenait le dernier dessin que Marina avait fait à l'hôpital, une simple esquisse d'un coucher de soleil avec les mots « Tout ira bien, papa », écrit de sa main délicate. L'horloge indiquait 3 heures du matin, mais le sommeil était impossible. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de sa fille. Et maintenant, mêlé au souvenir de Marina, venait le visage de Sophia, cette petite fille du trottoir avec ses pieds nus et son offre impossible de gentillesse. Ses pensées furent interrompues par la sonnerie de son téléphone. C'était Sandra, son assistante de direction depuis 15 ans. « Monsieur Morgan, je suis désolé d'appeler si tard, mais… » Elle hésita, le conseil d'administration insiste pour avoir une réponse concernant la réunion de demain. La fusion avec le groupe Anderson ? Annuler tout, coupa-t-il, la voix dure. Annuler toute la semaine. Mais, monsieur, les investisseurs ? Ma fille est morte aujourd'hui, Sandra. Les mots sortirent comme des éclats de verre de sa gorge. Ma fille est morte, et il y a une petite fille dans les rues de New York qui partage un morceau de pain rassis avec des inconnus. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Sandra n'avait jamais entendu son patron, toujours si contrôlé et rationnel, avoir l'air si brisé. « Je m'occupe de tout », répondit-elle doucement. « Reposez-vous, Robert. » Il raccrocha sans répondre. Se reposer ? Comment pouvait-il se reposer alors que sa vie entière s'était effondrée ? Comment pouvait-il dormir en sachant qu'il ne reverrait plus jamais le sourire de Marina ? Comment pouvait-il continuer à respirer alors que chaque inspiration faisait mal comme 1000 aiguilles ? L'aube trouva Robert assis par terre dans la chambre de Marina, exactement comme elle l'avait laissé la dernière fois qu'elle était à la maison. Le lit était encore défait, un livre avec un marque-page à la page 83 sur la table de chevet. Sur le miroir, des post-it avec des messages de motivation, « Aujourd'hui sera une journée incroyable. Tu es plus forte que ta maladie. » Ses yeux brûlaient, mais les larmes s'étaient taries. À leur place, il y avait un vide corrosif qui menaçait de le consumer entièrement. C'est alors que son regard tomba sur la petite croix en argent que Marina portait toujours autour du cou, un cadeau de sa mère avant qu'elle ne décède. D'une main tremblante, Robert ramassa la croix. Marina avait insisté pour la laisser à la maison avant son dernier séjour à l'hôpital. « Garde-la pour moi, papa. Quand je reviendrai, je veux la retrouver ici même. » Elle ne reviendrait pas. Plus jamais. Une impulsion soudaine le fit se lever. Sans se soucier de son apparence débraillée, de son costume froissé de la veille, il descendit au garage de l'immeuble. Son chauffeur, qui dormait dans la voiture en attendant les ordres, sursauta lorsqu'il frappa à la vitre. « Emmenez-moi à la 5e avenue. » Au même endroit qu'hier. Le soleil venait à peine de se lever quand ils arrivèrent. Les rues, habituellement bondées à cette heure, étaient presque désertes. Robert sortit de la voiture, ignorant les protestations de son chauffeur concernant sa sécurité. Ses yeux balayèrent chaque coin, chaque ruelle, à la recherche de Sophia. Après presque 1 heure, il la trouva, endormie sur un morceau de carton, blottie contre le mur d'un magasin fermé. Son cœur se serra en voyant à quel point elle paraissait plus petite et plus fragile dans son sommeil. La même robe en lambeaux, les pieds sales, une fine couverture déchirée couvrant à peine son petit corps. Il s'approcha lentement, essayant de ne pas la surprendre. C'est alors qu'il remarqua des marques sur ses bras, des bleus récents, certains encore violacés, d'autres virant déjà au vert. Ses mains se serrèrent en poing. Quel genre de monde était-ce, où des enfants dormaient dans la rue et portaient des marques de violence sur leur corps? Sophia s'agita, ses yeux s'ouvrant lentement. Un instant, elle parut effrayée de voir quelqu'un si près, mais ensuite elle reconnut Robert, et un petit sourire illumina son visage. « Salut, l'homme qui pleure », dit-elle en se redressant et en se frottant les yeux. « Ton ventre te fait encore mal ?» La question innocente fut comme un coup de poignard dans sa poitrine. Avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchira l'air matinal. « Sophia, où est-ce que tu t'es encore fourrée, petite peste ?» Le sourire de la fillette s'évanouit instantanément, remplacé par une expression de pure terreur.
Elle se leva d'un bond, rassemblant rapidement sa couverture. « Je dois y aller, murmura-t-elle en reculant déjà. Oncle Mike n'aime pas que je parle aux inconnus. Robert fit un pas vers elle, mais elle avait déjà disparu dans une ruelle voisine. Quelques secondes plus tard, un homme titubant passa devant lui, hurlant le nom de Sophia d'une voix pâteuse d'alcool et de colère. Debout sur le trottoir, Robert ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, une impuissance absolue. D'abord sa femme, puis sa fille, et maintenant cette petite fille qui, au milieu de sa propre misère, lui avait offert du réconfort. Non. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, il ne resterait pas les bras croisés à regarder la vie lui arracher quelqu'un d'autre. D'un pas déterminé, il retourna à la voiture et prit son téléphone portable. « Sandra, je veux que vous contactiez notre service juridique et que vous trouviez le meilleur détective privé de la ville. Le coût n'a aucune importance. » La douleur était toujours là, aussi cuisante qu'auparavant, mais maintenant il y avait autre chose, un but. Les jours qui suivirent les funérailles de Marina passèrent dans un brouillard épais. Robert enregistrait à peine les condoléances, les poignées de main, les regards apitoyés. Son esprit était partagé entre la douleur déchirante de la perte et une préoccupation croissante pour Sophia. Le détective privé, Paul Graham, avait commencé son travail immédiatement, mais les premières informations étaient inquiétantes. Sophia Oliveira, 6 ans, rapporta Paul dans son bureau. Mère décédée il y a 2 ans, père inconnu. Vit avec son prétendu oncle, Mike Oliveira, 42 ans. Il a un casier judiciaire chargé pour ivresse sur la voie publique, vandalisme et agression. Robert se pinça l'arête du nez, essayant de contenir la vague de colère qui le submergeait. Et les services de protection de l'enfance? Les travailleurs sociaux? Quelques signalements ont été faits par des voisins, mais... Paul hésita, le système est surchargé, Monsieur Morgan, et Mike parvient toujours à échapper aux enquêtes en changeant constamment d'adresse. L'après-midi déclinait quand Robert retourna à la 5e avenue. Cette fois, il trouva Sophia assise sur le trottoir, dessinant avec un morceau de craie colorée sur le béton. Son cœur se serra quand il vit qu'elle portait un haut à manches longues malgré la chaleur, essayant clairement de cacher de nouveaux bleus. « Salut, Sophia » dit-il doucement pour ne pas l'effrayer. Elle leva les yeux, un sourire illuminant son visage fatigué. « L'homme qui pleure. Vous êtes revenu. » Robert s'accroupit à côté d'elle, regardant le dessin sur le sol. Une maison avec un jardin, un arbre et ce qui semblait être 3 personnes se tenant la main. « C'est magnifique, commenta-t-il. Qui sont-ils ? » Le sourire de Sophia vacilla un peu. « C'est une famille que j'ai vue dans le parc l'autre jour. Ils avaient l'air si heureux. » Sa voix se fit un murmure. « Parfois, je fais comme si j'avais une famille comme ça. » Ces mots étaient comme des poignards dans sa poitrine. Combien de fois Marina avait-elle dessiné des maisons comme celle-là ? Combien de dessins de familles heureuses ornaient encore les murs de sa chambre maintenant bien trop silencieuses ? « As-tu faim » demanda-t-il, remarquant qu'elle semblait plus maigre qu'auparavant. Sophia hocha timidement la tête. Robert l'emmena dans un restaurant voisin, regardant avec un cœur brisé tandis qu'elle dévorait un sandwich comme si c'était son premier repas depuis des jours. Et c'était probablement le cas. « Sophia » commença-t-il prudemment. « Ton oncle, est-ce qu'il te fait du mal ?» Le sandwich s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux, autrefois brillants, se remplirent de peur. « Je ne peux pas en parler » murmura-t-elle. « Il se met très en colère quand je parle aux gens. »« Je peux t'aider » insista doucement Robert. « J'ai des amis qui peuvent s'assurer que tu es en sécurité, que tu as à manger tous les jours, que tu peux aller à l'école. »« L'école ?» Ses yeux s'écarquillèrent d'espoir. « J'ai toujours voulu aller à l'école, voir les autres enfants avec leurs sacs à dos colorés. » L'instant fut brutalement interrompu par une voix rauque que Robert reconnut. Mike apparut à l'entrée du restaurant, les yeux injectés de sang par la colère et l'alcool. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Robert se leva d'instinct, se plaçant entre Sophia et son oncle. « Monsieur Oliveira, nous devons parler d'eux. »« Je n'ai rien à te dire, putain » beugla-t-il, agrippant brutalement le bras de Sophia. « Et toi, espèce de riche pourri, reste loin de ma nièce ou tu le regretteras. » Sophia laissa échapper un petit gémissement de douleur mais ne résista pas. Ses yeux croisèrent ceux de Robert une dernière fois, pleins d'un désespoir silencieux, avant d'être traînés hors du restaurant. Robert essaya de les suivre, mais Mike se retourna avec un regard menaçant. « Tente quoi que ce soit et je porte plainte pour harcèlement. On verra comment ta réputation d'homme d'affaires y résistera. »
Les gens autour regardaient la scène dans un silence embarrassé. Robert se sentit impuissant, tout comme à l'hôpital, regardant la vie quitter les yeux de Marina, incapable de faire quoi que ce soit. De retour dans son bureau, ses mains tremblaient alors qu'il tapait un email urgent à son équipe juridique. « J'ai besoin de toutes les options légales possibles pour obtenir la garde d'une enfant en situation de risque. Urgent. » La réponse arriva 1 heure plus tard, et elle n'était pas encourageante. Sans lien de parenté, en tant qu'homme célibataire et avec sa réputation d'homme d'affaires impitoyable, ses chances étaient pratiquement nulles. Le système privilégiait le maintien des liens familiaux, aussi précaires soient-ils. Cette nuit-là, seul dans son appartement, Robert serrait la croix en argent de Marina, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Aide-moi, ma chérie », murmura-t-il dans le vide. « Aide-moi à la sauver. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa tentative d'aider Sofia avait déclenché une série d'événements qui rendraient la situation encore plus dangereuse. Pendant que la ville dormait, Mike Oliveira faisait ses valises, prévoyant de disparaître une fois de plus avec sa nièce, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Et Sofia, blottie sur son mince matelas à même le sol d'une chambre sombre, serrait la serviette en papier du restaurant qu'elle avait cachée dans sa poche, son seul souvenir de l'homme qui avait été le premier à se soucier d'elle depuis que sa mère était partie. L'appartement où Sofia vivait avec son oncle était vide lorsque Robert arriva avec l'enquêteur le lendemain matin. L'odeur de moisi et d'alcool imprégnait l'air, et les quelques vêtements restants étaient éparpillés sur le sol. Dans le coin de la minuscule pièce qui devait être celle de Sofia, il n'y avait qu'un mince matelas et un dessin scotché au mur, la même maison avec un jardin qu'elle avait dessiné sur le trottoir. Ils sont partis pendant la nuit, rapporta Paul en examinant les lieux. D'après les voisins, ce n'est pas la première fois. Mike a un schéma, quand il se sent menacé, il disparaît pendant quelques semaines. Robert sentit le poids de la culpabilité l'écraser. Sa tentative d'aide n'avait fait qu'aggraver la situation de Sofia. Maintenant, elle était quelque part, inconnue, probablement plus affamée et plus effrayée qu'auparavant. « Je dois la retrouver », sa voix sortit étranglée. Coûte que coûte. De retour au bureau, Robert pouvait à peine se concentrer sur les réunions. Sandra dut intervenir plusieurs fois lorsqu'il cessait simplement de parler au milieu d'une présentation, le regard perdu sur la ville à travers la fenêtre panoramique. « Vous devez vous reposer », insista-t-elle après avoir congédié un autre groupe d'investisseurs. Vous n'avez pas dormi correctement depuis des jours. Vous êtes encore en deuil, Robert. Me reposer? Il rit sans humour. Comment puis-je me reposer en sachant que cette fille meurt de faim, qu'elle est maltraitée? Sa voix se brisa en mentionnant le nom de sa fille, Marina ne me pardonnerait jamais si j'abandonnais. Cet après-midi-là, une notification sur son téléphone le fit se figer. C'était une alerte du système de reconnaissance faciale qu'il avait fait installer sur les caméras de la ville, une technologie normalement utilisée pour la sécurité des entreprises, maintenant détournée pour retrouver Sofia. East Village, murmura-t-il en mémorisant l'adresse. Paul, je veux que vous y alliez maintenant. Les heures suivantes furent une torture. Robert faisait les 100 pas dans son bureau, attendant des nouvelles. Quand son téléphone sonna enfin, sa main tremblait tellement qu'il eut du mal à répondre. Je les ai trouvés, la voix de Paul semblait tendue. Mais la situation n'est pas bonne, Monsieur Morgan. Mike est complètement ivre, il crie dans la rue. Sofia est avec lui, Une lourde pause, elle est gravement blessée. Robert sentit son sang se glacer. J'arrive. Non, l'interrompit Paul. S'il vous voit, il s'enfuira à nouveau. Laissez-moi essayer une approche différente. J'ai des contacts au service de protection de l'enfance, je peux... Le reste de la phrase fut coupé par un cri lointain, suivi d'un bruit de verre brisé. L'appel se coupa. Robert était déjà dans l'ascenseur quand son téléphone sonna de nouveau. C'était un numéro inconnu. Monsieur Morgan? Une voix féminine et professionnelle. Ici l'hôpital City General, LA. Nous avons une mineure admise aux urgences, Sofia Oliveira. Elle nous a demandé d'appeler l'homme qui pleure. Le monde sembla tourner autour de lui. Comment va-t-elle? Il vaut mieux que vous veniez. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou de sirènes et de feux de circulation ignorés. Robert enregistra à peine les protestations de son chauffeur concernant les limitations de vitesse. Dans son esprit, les images de Marina dans ces derniers instants se mêlaient au sourire timide de Sofia. La salle d'urgence était bondée, mais Robert se fraya un chemin jusqu'au bureau d'information. Sofia Oliveira, où est-elle? Une infirmière le guida dans un couloir faiblement éclairé.
Elle est déshydratée et mal nourrie, expliqua-t-elle à voix basse. Elle a des bleus sur tout le corps, quelques côtes fêlées, mais ce qui nous inquiète le plus, c'est le traumatisme émotionnel. À travers la vitre de la porte, Robert vit Sophia allongée sur un brancard bien trop grand pour son petit corps. Des tubes et des fils la reliaient à des machines qui émettaient des bips rythmés. Ses yeux étaient fermés, mais ses petites mains serraient fermement le drap de l'hôpital. Son oncle, demanda-t-il, la voix tremblante de rage contenue. Il s'est enfui avant l'arrivée de la police. Mais, l'infirmière hésita, il y a quelque chose que vous devez savoir. En examinant ces documents, nous avons découvert que Mike n'est pas réellement l'oncle de Sophia. Les papiers sont des faux. Robert eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Pendant tout ce temps, ce monstre n'avait même pas de droits légaux sur elle. Ses mains se serrèrent en poing, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. C'est alors qu'un léger mouvement attira son attention. Sophia avait ouvert les yeux et le regardait à travers la vitre. Malgré les bleus, malgré la douleur qu'elle devait ressentir, un petit sourire apparut sur ses lèvres. Elle leva la main dans un faible signe, et Robert sentit des larmes chaudes couler sur son visage. Là, dans ce couloir d'hôpital, il fit une promesse silencieuse. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, il ne perdrait personne d'autre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa bataille ne faisait que commencer. Alors qu'il regardait Sophia se rendormir, épuisée par les médicaments, une ombre se déplaçait dans les couloirs de l'hôpital. Mike ne s'était pas enfui aussi loin que tout le monde le pensait, et ses yeux, obscurcis par l'alcool et la haine, planifiaient déjà son prochain coup. La nuit à l'hôpital s'éternisa. Robert refusa de quitter le couloir, même lorsque les infirmières lui suggérèrent de se reposer. Assis sur une chaise inconfortable, il observait Sophia à travers la vitre, son cœur se serrant à chaque fois qu'elle s'agitait dans son sommeil. « Monsieur Morgan. » Une voix douce le tira de ses pensées. Une femme d'âge mûr aux cheveux gris tirés en un chignon sévère s'approcha. « Je suis Béatrice Shaw, l'assistante sociale assignée au cas de Sophia. » Robert se redressa sur sa chaise, instantanément alerte. « Les faux papiers de Mike ? » « Oui, nous sommes déjà au courant de la situation, » l'interrompit Béatrice en s'asseyant à côté de lui. « En fait, c'est de cela que nous devons discuter. Vous avez montré un intérêt inhabituel pour ce cas. » Il y avait une note de suspicion dans sa voix qui fit intérieurement tressaillir Robert. Il savait ce que cela pouvait paraître, un PDG millionnaire, récemment endeuillé, s'intéressant soudainement à une fillette des rues. « Ce n'est pas ce que vous pensez, commença-t-il. Sophia, elle m'a aidé quand j'en avais le plus besoin, sans même le savoir. » Béatrice l'étudia en silence pendant quelques instants. « Continuez. » Robert ferma les yeux, les souvenirs de cette terrible journée revenant en force. « Ma fille, Marina, est décédée il y a une semaine. J'étais anéanti, je pleurais sur le trottoir, et Sophia, sa voix se brisa, elle m'a offert de partager son seul morceau de pain, pensant que je pleurais de faim. » Il ouvrit les yeux, croisant le regard de l'assistante sociale. « Comment puis-je continuer ma vie en sachant que cette fille, avec toute sa bonté, souffre ? Comment puis-je honorer la mémoire de ma fille si je ne fais rien pour l'aider ?» Avant que Béatrice ne puisse répondre, un cri aigu déchira le silence de l'hôpital. Sophia s'était réveillée en panique, se débattant contre les draps, les yeux écarquillés de terreur. Robert se leva d'un bond, mais Béatrice l'empêcha d'entrer dans la chambre. Laissez l'infirmière la calmer d'abord. Les minutes suivantes furent une torture. À travers la vitre, ils regardèrent l'infirmière essayer d'apaiser Sophia, qui continuait de trembler et de marmonner des mots inintelligibles. L'homme qui pleure ? Sa voix enfantine devint enfin claire. Je veux l'homme qui pleure. Béatrice hésita un instant avant de faire un signe de tête à Robert. Allez-y, mais soyez prudent. Il entra dans la chambre en silence, le cœur brisé par la peur dans les yeux de Sophia. Cependant, quand elle le vit, quelque chose dans son expression changea. « Vous êtes revenu, » murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage contusionné. « Bien sûr que je suis revenu, » répondit doucement Robert en s'asseyant sur le bord du lit. « Et je ne laisserai plus personne te faire de mal. » Sophia tendit sa petite main, cherchant la sienne. « Promis ?» Le mot le frappa comme un coup de poing. Combien de promesses avait-il faites à Marina ? Combien de fois avait-il juré qu'il trouverait un remède, qu'elle irait bien ? « Je le promets, » répondit-il, la voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler. C'est alors qu'il remarqua que Sophia serrait quelque chose dans son autre main, un morceau de papier froissé. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle hésita avant de lui montrer.
c'était un dessin fait avec les crayons de l'hôpital. Une maison avec un jardin, comme toujours, mais cette fois, il n'y avait que 2 personnes se tenant la main. « C'est nous », expliqua-t-elle timidement. « Je sais que vous n'êtes pas mon vrai papa, mais parfois, je fais comme si j'avais de nouveau une famille. » Robert sentit son cœur se briser et se réparer tout à la fois. À travers la vitre, il remarqua que Béatrice observait la scène avec une expression énigmatique. L'instant fut rompu par le bruit de pas précipités dans le couloir. Une infirmière se hâta d'entrer dans la chambre. Mike a été vu sur le parking, les informait-elle à voix basse. La sécurité le cherche, mais... La panique revint instantanément dans les yeux de Sophia. Elle serra la main de Robert avec force. « Ne le laissez pas m'emmener à nouveau, supplia-t-elle. S'il vous plaît, ne le laissez pas. » Robert se leva, se positionnant entre la porte et le lit de Sophia. Son corps tout entier tremblait de colère et de peur, non pas de Mike, mais du système qui avait permis à cette situation d'en arriver là. Béatrice entra dans la chambre, le visage tendu. « Monsieur Morgan, nous devons transférer Sophia dans un foyer temporaire dès qu'elle sortira. C'est la procédure standard. » « Non » s'écria Sophia en essayant de s'asseoir. « Je veux rester avec l'homme qui pleure. » L'assistante sociale observa la scène un long moment avant de reprendre la parole. « Il y a une possibilité, mais vous devez comprendre que ce sera un processus long et difficile. Votre vie sera minutieusement examinée, votre aptitude en tant que tuteur potentiel sera remise en question. Et compte tenu de votre passé d'homme d'affaires, je ferai tout ce qu'il faudra, » l'interrompit Robert, la voix pleine de détermination. « N'importe quoi. » Le bruit de verre brisé quelque part dans le couloir fit sursauter tout le monde. Sophia se mit à trembler de manière incontrôlable, et Robert réalisa qu'il devait prendre une décision, là, tout de suite. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette décision déclencherait une série d'événements qui changeraient non seulement sa vie et celle de Sophia, mais aussi la manière dont le système d'adoption de la ville fonctionnait. La bataille qu'il s'apprêtait à mener serait bien plus grande qu'il ne pouvait l'imaginer. Le foyer Nouveaux Horizons était un vieux bâtiment de 3 étages à la peinture écaillée et aux fenêtres grillagées. Robert gara sa voiture devant, regardant Sophia, encore frêle de son séjour à l'hôpital, serrer un petit sac à dos contenant les quelques vêtements qu'ils avaient achetés la veille. « Ce ne sera que pour un petit moment », promit-il, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. « En attendant, je te rendrai visite tous les jours. » Sophia hocha la tête en silence, mais ses yeux disaient tout. C'était le même regard qu'il avait vu si souvent dans les yeux de Marina pendant son traitement, la peur mêlée à une résignation qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Béatrice les attendait à l'entrée. « Sophia sera dans la chambre 12 avec 2 autres filles de son âge », expliqua-t-elle en les guidant dans les couloirs. « Les heures de visite sont de 14h à 17h, en semaine seulement. »« 3 heures par jour ?» protesta Robert. « Mais, ce sont les règles, monsieur Morgan », coupa Béatrice, sa voix ferme mais pas méchante. « Vous n'êtes ni un parent, ni son tuteur légal, pour l'instant. En fait, je fais déjà une exception en autorisant des visites quotidiennes. » La chambre 12 était petite mais propre, avec 3 lits étroits. 2 fillettes interrompirent leur jeu de poupées en les voyant entrer, observant Sophia avec curiosité. « C'est ton lit » indiqua Béatrice. « Je vous laisse pour vous dire au revoir. » Une fois seule, Sophia laissa enfin couler ses larmes. « Je ne veux pas rester ici » murmura-t-elle. « Et si oncle Mike me retrouve ?» Robert s'agenouilla à son niveau. « Il ne s'approchera plus jamais de toi » promit-il en lui tenant ses petites mains. « Il y a des gardes à l'entrée, des caméras de sécurité, et j'ai engagé une sécurité privée pour surveiller le bâtiment 24H24. » « Mais si » Sophia, l'interrompit doucement. « Tu te souviens de ce que tu as fait pour moi ce jour-là, quand tu m'as vu pleurer ?» Elle renifla. « Je vous ai donné mon pain. » « Exactement. Tu as partagé la seule chose que tu avais avec moi, sans même me connaître. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Je n'abandonnerai pas, peu importe le temps que ça prendra. » Un petit sourire apparut sur son visage. De son sac à dos, elle sortit un dessin plié, le même que celui de la maison avec les 2 personnes se tenant la main. « Vous pouvez garder ça, » dit-elle, pour ne pas oublier notre promesse. Robert sentit son cœur se serrer. Il plia soigneusement le dessin et le mit dans son portefeuille, à côté de la dernière photo qu'il avait prise avec Marina. L'adieu fut encore plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Le son des sanglots réprimés de Sophia le suivit dans les couloirs du foyer, rendant chaque pas plus lourd que le précédent. Dehors, Sandra l'attendait dans la voiture.
Comment va-t-elle? Demanda-t-elle, inquiète. Effrayée. Seule. Robert passa ses mains sur son visage fatigué. Nous devons accélérer le processus, Sandra. Combien de temps avant la première audience? À ce propos, elle hésita, la presse a eu vent de l'histoire. C'est dans les journaux de ce matin. Elle lui tendit une tablette affichant les gros titres, un millionnaire dans une bataille d'adoption controversée après la mort de sa fille et le PDG connu pour ses licenciements massifs veut maintenant adopter une fillette des rues. Merde, marmonna Robert. C'était exactement ce qu'il craignait. Sa réputation dans le monde de l'entreprise avait toujours été celle d'un homme froid et calculateur. Les restructurations qu'il avait menées dans ses entreprises avaient laissé des centaines de personnes sans emploi. Comment pourrait-il convaincre un juge qu'il pouvait être un bon père? Son téléphone vibra. Un message de Béatrice, nous devons parler. C'est à propos du passé de Sophia. Le reste de la journée fut un tourbillon de réunions avec des avocats et des travailleurs sociaux. Chaque nouvelle information semblait ajouter plus d'obstacles au processus. Le passé de Sophia était trouble. Un acte de naissance avec des incohérences, des dossiers médicaux incomplets, aucun document scolaire. Le soir, seul dans son appartement, Robert fixait la ville par sa fenêtre. Le dessin de Sophia était posé sur son bureau, à côté de la croix en argent de Marina. 2 filles, 2 destins si différents, 2 vies qui avaient changé la sienne à jamais. Le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Tu pensais vraiment que ce serait aussi facile? La voix de Mike, pâteuse d'alcool, lui glaça le sang. C'est ma poule aux œufs d'or, espèce de riche crétin. Les allocations? Robert raccrocha brutalement, les mains tremblantes de rage. C'était donc ça. Mike gardait Sophia uniquement pour les aides gouvernementales. La fillette n'était rien de plus qu'une source de revenus pour lui. Cette nuit-là, Robert ne put dormir. Il passa des heures à rejouer mentalement chaque détail du processus d'adoption, chaque obstacle possible, chaque argument qu'il devrait construire. Il ne pouvait pas échouer. Pas cette fois. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au même moment, dans la chambre douce du foyer Nouveaux Horizons, Sophia était aussi éveillée. Serrant son oreiller, elle se murmurait les mots qu'il avait prononcés, les transformant en une sorte de prière, « Il reviendra demain. » Il a promis. Et cette fois, ce sera différent. Mais les promesses, comme Robert le savait trop bien, sont parfois plus difficiles à tenir qu'on ne l'imagine. Et les ombres qui planaient étaient bien plus sombres que ce qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. Le bureau de Béatrice était encombré de dossiers et de cases empilées sur toutes les surfaces disponibles. Robert était assis sur la seule chaise libre, le corps tendu dans l'attente de mauvaises nouvelles. L'assistante sociale feuilletait un dossier jauni, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Ce que nous avons découvert sur le passé de Sophia est troublant, commença-t-elle en ajustant ses lunettes. Sa mère, Clara Oliveira, est décédée il y a 2 ans dans des circonstances suspectes. Mais avant cela, Béatrice hésita, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Elle a travaillé comme femme de ménage dans plusieurs maisons de luxe, y compris. Robert sentit son estomac se nouer, y compris dans l'une de vos filiales, Monsieur Morgan. Pendant la même période que les licenciements massifs de 2023. L'impact de cette information le frappa comme un coup de poing. Clara Oliveira. Ce nom ne lui avait rien dit à l'époque, juste un autre numéro sur une feuille de calcul de coupe budgétaire, une autre histoire qu'il avait choisi d'ignorer au nom de la restructuration d'entreprise. Elle a perdu son emploi lors des licenciements, continua Béatrice. Après cela, on trouve des traces de séjour en foyer, de demande d'aide sociale. C'est à ce moment-là que Mike est apparu, offrant son aide. Robert ferma les yeux, la culpabilité le consumant. Combien d'autres Clara et Sophia ces décisions avaient-elles affecté? Combien de vies avaient été brisées pendant qu'il ne se souciait que des chiffres et des profits? La presse est-elle déjà au courant? Pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. Béatrice le regarda sérieusement. Monsieur Morgan, j'ai besoin de savoir. Cherchez-vous à obtenir la garde de Sophia par culpabilité? La question le prit au dépourvu. Un instant, il resta silencieux, réfléchissant vraiment. Était-ce la culpabilité? Le remords? Ou quelque chose de plus profond? Quand j'ai perdu Marina, commença-t-il, je pensais que je ne pourrais plus jamais rien ressentir d'autre que de la douleur. Puis Sophia est apparue, m'offrant son pain, sa compassion. Elle m'a rendu quelque chose que j'ignorais même avoir perdu, mon humanité. Béatrice hocha lentement la tête, prenant des notes sur son bloc. Et si elle découvre votre lien indirect avec la tragédie de sa mère?
Je lui dirai la vérité, répondit-il sans hésiter. Toute la vérité. Sophia mérite de savoir. La conversation fut interrompue par un coup pressé à la porte. C'était Sandra, le visage pâle. Robert, vous devez voir ça. Sur la tablette qu'elle tenait, une vidéo virale se propageait sur les réseaux sociaux. Mike, visiblement ivre, donnait une interview devant le foyer Nouveaux Horizons. Il m'a pris ma nièce, hurlait-il aux caméras. Un type riche qui a détruit des milliers de familles avec ses licenciements, y compris la nôtre. Maintenant, il veut acheter son amour avec son argent sale. Robert sentit son sang se glacer. Je dois y aller. Sophia ne peut pas voir ça. Attendez, l'arrêta Béatrice. Il y a encore une chose que vous devez savoir. En analysant les anciens documents de Sophia, nous avons trouvé des incohérences dans les dates. L'acte de naissance original? Le téléphone de Robert sonna, l'interrompant. C'était le foyer. Monsieur Morgan, la voix de la coordinatrice semblait angoissée. Sophia a disparu. Le monde sembla s'arrêter un instant. Que voulez-vous dire, disparu? Elle était dans la cour avec les autres enfants. Quand nous sommes allés les appeler pour le déjeuner, la coordinatrice hésita, nous avons trouvé ceci, une photo arriva sur son téléphone. Le dessin de Sophia, mais maintenant, il était déchiré en deux, avec un message écrit d'une main d'enfant, désolé, l'homme qui pleure. Je ne veux plus te faire pleurer. Robert se leva d'un bond, les jambes chancelantes. Elle a dû voir la vidéo. Quelqu'un la lui a montrée. Nous avons déjà alerté la police, l'informa la coordinatrice. Mais il y a quelque chose d'étrange. Les caméras de sécurité la montrent partant seule. On ne dirait pas qu'elle a été enlevée. Robert entendit à peine le reste. Dans son esprit, il voyait Sophia errant dans les rues, seule, effrayée et confuse, pensant qu'elle devait le protéger d'une manière ou d'une autre. « Je vais la chercher », déclara-t-il, se dirigeant déjà vers la porte. Robert, appela Béatrice, la voix urgente. À propos de ce que j'allais dire, les dates sur l'acte de naissance, il y a une possibilité. Mais il était déjà parti, laissant la phrase inachevée dans l'air. Alors qu'il dévalait les escaliers, le cœur battant à tout rompre, il ne pouvait imaginer que la véritable révélation, celle qui changerait tout, était encore à venir. Sophia ne s'était pas simplement enfuie. Elle suivait les indices d'un passé qu'elle ne connaissait même pas, un passé qui, ironiquement, la reliait à Robert d'une manière que personne n'aurait pu prédire. La pluie tombait sans pitié sur New York tandis que Robert parcourait les rues de l'East Village. Son costume était trempé, ses chaussures italiennes ruinées par l'eau sale des flaques. Chaque ruelle, chaque auvent, chaque endroit où un enfant effrayé pourrait se cacher était méticuleusement vérifié. Sophia. Sa voix rauque était à peine audible par-dessus le bruit de la tempête. Sophia, s'il te plaît. Les heures s'éternisaient. Paul, l'enquêteur, coordonnait d'autres équipes de recherche à travers la ville. Sandra avait activé tous les contacts possibles, mais jusqu'à présent, rien. C'est alors que son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Monsieur Morgan? Une voix féminine âgée. C'est Rosie, du restaurant près de la 5e avenue. Vous savez, celui où vous ameniez la petite fille. Le cœur de Robert fit un bond. Sophia est là? Non, fait. La dame hésita, elle est passée il y a environ 2 heures. Elle était trempée, la pauvre. Elle a demandé un verre d'eau, à propos de sa mère. Sa mère? Oui, elle a dit qu'elle devait trouver l'endroit où sa mère travaillait. Elle a dit quelque chose à propos d'une grande entreprise avec un jardin à l'entrée. Robert se figea. Il savait exactement de quel endroit il s'agissait. Le siège de sa filiale, là où Clara Oliveira avait travaillé. Là où elle avait été licenciée. Merci, Rosie. Vous ne savez pas à quel point vous m'avez aidé. 15 minutes plus tard, il se garait devant l'imposant bâtiment de l'entreprise. L'endroit était pratiquement désert à cette heure de la nuit, avec seulement quelques gardes de sécurité faisant leur ronde. Une petite fille, décrivit-il en montrant une photo de Sophia sur son téléphone. Quelqu'un l'a vue? Le garde plus âgé ajusta sa casquette, songeur. Maintenant que vous le dites, oui. Elle est restée un moment dans le jardin, à regarder les fleurs. Puis elle est partie dans cette direction. Il pointa une rue latérale. Robert connaissait cette rue. Au bout, il y avait un petit parc maintenant abandonné où les employés avaient l'habitude de déjeuner. Où, se souvint-il avec un pincement au cœur, les femmes de ménage emmenaient parfois les enfants jouer. La pluie s'était calmée en un fin crachin quand il atteignit le parc.
Les équipements de jeu rouillés grinçaient doucement dans le vent, créant une atmosphère fantomatique. C'est alors qu'il la vit. Sophia était assise sur une balançoire, complètement trempée, ses petites jambes pendantes ne touchant pas le sol. Dans ses mains, elle tenait quelque chose, une vieille photographie si mouillée qu'il était difficile de distinguer les images. Sophia, appela-t-il doucement pour ne pas l'effrayer. Elle ne se retourna pas. La dame du foyer m'a montré la vidéo d'oncle Mike. Sa voix n'était qu'un murmure. Il a dit que vous aviez fait du mal à ma maman. Robert sentit chaque mot comme une aiguille dans son cœur. Lentement, il s'approcha et s'agenouilla devant elle, sans se soucier de la boue qui tachait son costume. Je voulais me souvenir d'elle, continua Sophia sans le regarder. Mais je n'ai que cette vieille photo. Je ne sais même plus très bien à quoi ressemblait son visage. Sophia, vous savez ce qui est le plus drôle, l'homme qui pleure. Elle leva enfin les yeux, et Robert vit qu'ils étaient rouges d'avoir pleuré. Quand j'essaie de me souvenir de ma maman qui sourit, je ne vois que le visage de votre fille. Robert fronça les sourcils, confus. Que veux-tu dire? Sophia lui tendit la photographie trempée. J'ai trouvé ça dans les vieilles affaires de maman, dans la chambre d'oncle Mike. Regardez. D'une main tremblante, Robert prit la photo. À travers les taches d'eau et le papier détérioré, une image commença à se former. Une jeune femme, Clara, tenant une petite fille sur ses genoux. À côté d'elle, souriant à l'appareil photo, se trouvait Marina. Sa Marina. Pas plus de 12 ans. Ce n'est pas possible, murmura-t-il, les mains tremblant encore plus. Il y a d'autres photos, continua Sophia en sortant une enveloppe froissée de la poche de sa robe. Et des lettres. Maman gardait tout. Elle écrivait que Marina était comme une grande sœur pour moi, qu'elle s'occupait de moi pendant qu'elle travaillait. Que c'était notre secret spécial. Le monde sembla tourner autour de Robert. Des souvenirs enfouis commencèrent à refaire surface. Marina demandant à l'accompagner au travail pendant les vacances scolaires, son intérêt inhabituel pour les routines des employés, les après-midi qu'elle passait à étudier dans le salon du personnel. C'est pour ça que je me suis enfuie, expliqua Sophia, sa petite voix tremblante. Pas parce que je croyais ce que disait oncle Mike. Mais parce que j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre. Robert ne put se retenir plus longtemps. Il attira Sophia dans une étreinte serrée, ses larmes se mêlant à la pluie qui tombait encore. « Pardonne-moi, sanglota-t-il. Pardonne-moi de ne pas avoir su plus tôt, de ne pas vous avoir protégé, toi et ta mère, quand j'aurais pu. » Sophia lui rendit son étreinte de toutes les forces de ses petits bras. « Je ne veux plus que vous pleuriez, monsieur Robert. Marina n'aimerait pas vous voir triste comme ça. » À cet instant, sous le fin crachin de New York, un homme brisé par le chagrin et une fillette marquée par la vie se cramponnaient l'un à l'autre comme des survivants d'un naufrage. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que cette découverte, ce lien à travers Marina, n'était que le début d'une vérité encore plus grande. Une vérité qui changerait leur vie à jamais. Le bureau de Béatrice semblait encore plus exigu avec tant de personnes rassemblées. Robert tenait Sophia sur ses genoux, la fillette dormant enfin après tant d'heures de tension. Sandra organisait les photos et les lettres sur la table, tandis que Paul, l'enquêteur, prenait des notes sur son calepin. « Cela change tout », murmura Béatrice en examinant les documents. Le lien antérieur entre les familles, le lien affectif déjà établi par l'intermédiaire de Marina. Mais il y a encore quelque chose qui ne colle pas. Robert remarqua que l'assistante sociale semblait mal à l'aise, comme si elle retenait une information qu'elle ne savait pas comment partager. « Qu'y a-t-il, Béatrice ?» Elle retira ses lunettes, frottant ses yeux fatigués. Vous vous souvenez que j'ai essayé de vous dire quelque chose à propos de l'acte de naissance de Sophia? À propos des incohérences dans les dates? Sandra, qui analysait l'un des documents, devint soudainement pâle. Robert, sa voix tremblait. Regardez ça. C'était une vieille lettre, le papier jauni par le temps. L'écriture était celle de Clara, la mère de Sophia, adressée à Marina. Ma très chère Marina, je sais que j'ai promis de garder le secret, mais cela devient de plus en plus difficile. Sophia demande tellement de tes nouvelles, pourquoi tu as arrêté de venir? Comment expliquer à une enfant de 3 ans que sa meilleure amie, qui est en réalité ça? Le reste de la lettre était taché, illisible. Il y a plus, intervint Paul en tendant une enveloppe qu'il avait trouvée parmi les documents. Des examens médicaux. Robert sentit son cœur s'emballer en examinant les papiers. Des tests ADN, datés de 6 ans. Le nom de Marina y figurait, ainsi que celui de Sophia.
Ce n'est pas possible, murmura-t-il, les mains tremblant au point de presque laisser tomber les documents. Robert, dit doucement Béatrice. Marina avait 16 ans quand Sofia est née. Elle passait beaucoup de temps à l'entreprise, surtout dans l'aile où travaillait Clara. Les registres montrent qu'elle a manqué l'école pendant près de 2 mois à cette période, prétextant des problèmes de santé. Le souvenir frappa Robert comme un éclair. Cette période turbulente où Marina avait commencé à agir étrangement, plus renfermée. Quand elle avait demandé à étudier dans un pensionnat dans le nord de l'État pendant quelques mois. Quand elle était revenue, différente, plus mûre, plus triste. Elle était si jeune, murmura-t-il, des larmes coulant sur son visage. Elle a dû avoir si peur, si seule. Et moi, trop occupé par l'entreprise pour m'en rendre compte. Sofia s'agita sur ses genoux, ses yeux s'ouvrant lentement. Vous pleurez encore, monsieur Robert? Il essaya de sourire en essuyant ses larmes. Parfois, on pleure quand on découvre des choses importantes, ma petite. Quelles choses? Demanda-t-elle, curieuse. Robert échangea un regard avec Béatrice, qui hocha doucement la tête. Sofia, commença-t-il, la voix étranglée. Tu te souviens quand tu m'as montré ce dessin, celui de la famille que tu voulais avoir? Elle hocha la tête. Et si je te disais que tu as déjà une famille? Que Marina? Sa voix se brisa, que Marina n'était pas seulement ton amie. Sofia fronça les sourcils, traitant l'information. La lettre de maman? Dit-elle, elle disait que Marina avait un secret que je ne devais pas encore savoir. Marina était ta mère, Sofia, dit enfin Robert, les mots sortant comme un soupir douloureux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sofia resta complètement immobile sur ses genoux, ses grands yeux bruns, si semblables à ceux de Marina, comment n'avait-il pas remarqué avant? Fixés sur son visage. C'est pour ça que je rêvais toujours d'elle? Murmura Sofia, même sans vraiment me souvenir de son visage. Robert la serra plus fort, incapable de retenir ses larmes. Oui, mon amour. C'est pour ça. Alors? Elle hésita, sa petite voix tremblante. Alors, vous êtes mon grand-père, acheva-t-il, sentant que son cœur allait éclater d'amour et de douleur à la fois. Sofia resta silencieuse un long moment, ses petites mains agrippant la chemise de Robert comme si elle avait peur qu'il ne disparaisse. Maman, je comprends, dit-elle enfin. Tu comprends quoi, ma petite? Pourquoi vous pleuriez autant ce jour-là? Vous n'aviez pas seulement perdu Marina. Vous nous aviez perdus, nous aussi. Vous ne le saviez juste pas. Ces mots frappèrent Robert avec une force bouleversante. Combien d'années perdues, combien de moments qu'ils auraient pu partager. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Sandra laissa échapper un hoquet étouffé. Il y a encore une chose, dit-elle en tendant un autre document. Quelque chose à propos de Clara. Quelque chose qui pourrait tout compliquer. Robert prit le papier de sa main libre, tandis que l'autre continuait de tenir Sofia protectrice. En lisant, son visage se vida de toute couleur. Le secret de Marina n'était pas le seul qui devait être révélé. Et ce qu'il était sur le point de découvrir sur Clara, la mère de substitution de Sofia, pourrait complètement changer le cours de cette histoire. Le document que Sandra tenait était un rapport de police daté de 2 ans. Robert lut les mots à plusieurs reprises, essayant d'absorber leur signification pendant que Sofia dormait sur ses genoux, épuisée après toutes les révélations. La mort de Clara n'était pas accidentelle, murmura-t-il, la voix tremblante. Elle enquêtait sur quelque chose à l'entreprise. Quelque chose lié à un détournement de fonds du service des prestations sociales. Béatrice ajusta ses lunettes, se penchant pour examiner le rapport. Selon ce document, elle a découvert un système de fraude. Et le principal suspect était Mike, compléta Robert, sentant une vague de nausée. Il travaillait dans le service financier de l'entreprise à l'époque. Il faisait partie des licenciés lors des coupes. Sandra, qui tapait furieusement sur son ordinateur portable, leva les yeux. Je viens d'accéder aux anciens dossiers. Mike n'était pas un simple employé. Il coordonnait toute la distribution des aides sociales. Quand Clara a commencé à poser des questions, il l'a fait taire, conclut sombrement Paul, l'enquêteur. Et ensuite, il a pris la garde de Sofia en utilisant de faux documents, probablement pour empêcher quiconque d'enquêter davantage. Robert serra Sofia plus fort, sentant son petit corps chaud contre sa poitrine. Comment n'avait-il pas réalisé plus tôt? Comment avait-il laissé tant de choses se passer juste sous son nez? Clara essayait de protéger non seulement les employés, dit Béatrice en lisant davantage le rapport. Elle a découvert que Mike avait accès aux informations sur Marina et Sofia.
Il la faisait chanter. Les souvenirs commencèrent à s'emboîter comme les pièces d'un puzzle cruel. Les visites de plus en plus rares de Marina à l'entreprise, la peur dans les yeux de Clara les derniers mois avant sa mort, la façon dont elle insistait pour garder Sofia près d'elle à tout moment. Elle est morte en essayant de protéger notre famille, murmura Robert, les larmes coulant en silence. En essayant de protéger le secret de Marina, en essayant de sauver Sofia. Un léger mouvement lui fit réaliser que Sofia s'était réveillée. Ses grands yeux bruns le regardaient avec un mélange de somnolence et d'inquiétude. « Grand-père », dit-elle, les mots sonnant encore étranges et merveilleux. « Pourquoi pleurez-vous encore ?» Robert essaya de sourire à travers ses larmes. « Parce que ta maman, Clara, était une personne très courageuse, mon amour. Elle t'aimait tellement, tellement fort. Plus que tout au monde, compléta Sofia, comme si elle se souvenait de quelque chose de lointain. Elle disait toujours ça. Béatrice s'éclaircit doucement la gorge, attirant l'attention de tous. Avec ces nouvelles preuves, nous pouvons rouvrir le dossier de la mort de Clara. Et plus important encore, nous pouvons prouver que Mike n'a jamais eu de droits légaux sur Sofia. Il a falsifié les documents de garde, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'obstacles légaux pour que Robert assume la tutelle de Sofia, commença Sandra, pleine d'espoir. Béatrice le confirma. Elle est légalement sa petite-fille. Et avec la preuve de la fraude de Mike, elle fut interrompue par la sonnerie stridente de son téléphone. Son visage pâlit en écoutant. Mike a été vu entrant dans l'immeuble, les informait-elle rapidement en raccrochant. Il est armé. Le chaos éclata dans la pièce. Sandra composait déjà le 911, Paul se posta à la porte et Béatrice commença à rassembler rapidement les documents les plus importants. Mais Robert enregistra à peine l'agitation autour de lui. Son monde s'était rétréci à la petite fille dans ses bras, qui tremblait maintenant légèrement. « Sofia, regarde-moi » demanda-t-il doucement. « Tu te souviens de ce que je t'ai promis ? Que plus personne ne te ferait jamais de mal. » Elle hocha la tête, s'accrochant plus fort à lui. « Je n'ai pas pu protéger Marina » sa voix se brisa. « Je n'ai pas pu protéger Clara. Mais toi, ma petite, je te protégerai de ma vie s'il le faut. » Le bruit de pas dans le couloir fit sursauter tout le monde. La poignée de la porte commença à tourner lentement. Robert se leva, tenant toujours Sofia, et se plaça dans le coin le plus éloigné de la pièce. Son corps tout entier tremblait, non pas de peur, mais d'une détermination féroce qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. À cet instant, il n'était plus l'homme d'affaires prospère, l'homme qui avait bâti un empire sur des décisions froides et calculées. Il était juste un grand-père, découvrant pour la première fois l'amour inconditionnel que Marina avait dû ressentir en tenant Sofia pour la première fois. La porte s'ouvrit. Ce qui se passa dans les minutes suivantes changerait à jamais non seulement la vie de Robert et de Sofia, mais aussi la manière dont la justice serait rendue. Car parfois, le véritable amour, qu'il vienne d'une mère trop jeune, d'une gardienne courageuse ou d'un grand-père qui venait de découvrir sa seconde chance, est capable de déplacer des montagnes. Et dans cette petite pièce, alors que le destin frappait à la porte, deux âmes brisées par la vie étaient sur le point de découvrir que parfois, les familles les plus fortes sont celles forgées par la douleur, le pardon, par-dessus tout, par un amour qui transcende le sang et le temps. La porte s'ouvrit avec fracas, révélant Mike. Ses yeux injectés de sang et ses mains tremblantes montraient qu'il était plus ivre que d'habitude. Dans sa main droite, quelque chose de métallique brillait de manière menaçante. « La récréation est terminée », gronda-t-il en titubant dans la pièce. « La fille vient avec moi. » Sofia enfouit son visage dans le cou de Robert, tremblante. Il pouvait sentir ses larmes mouiller sa chemise, mais sa petite voix murmura quelque chose que lui seul put entendre. « Je n'ai plus peur de lui, grand-père. » Ce mot, grand-père, alluma quelque chose en Robert. Une force qu'il ne se connaissait pas, un instinct protecteur si puissant qu'il en était presque douloureux. « Assez, Mike, dit-il, la voix étonnamment calme. Nous savons tout. Pour la fraude à l'entreprise, pour Clara, pour les faux papiers. » Mike rit, un son rauque et sans humour. « Et alors ? Vous croyez que vos preuves valent quelque chose ? J'ai construit cette histoire pendant des années. Des années. L'orpheline abandonnée, l'oncle dévoué. » Il fit un autre pas chancelant. « Vous savez combien d'argent elle m'a rapporté ? Les allocations, les dons ? C'est ma petite fille, le coupa Robert, chaque mot chargé d'émotion. La fille de ma Marina. » Un instant, Mike parut confus, comme si son cerveau embrumé par l'alcool peinait à traiter l'information. Puis son expression se tordit en un masque de fureur. «
Mensonge, cria-t-il. Encore une de vos manipulations, espèce de riche pourri. Comme quand vous avez détruit nos vies avec vos licenciements. C'est alors que Sofia releva la tête, ses yeux bruns ou les yeux de Marina, fixant Mike sans crainte. Il ne ment pas, dit-elle, sa voix petite mais ferme. J'ai toujours rêvé de Marina, même sans savoir qu'elle était ma. Tais-toi. Mike se jeta en avant, brandissant l'objet métallique. Paul, l'enquêteur, choisit ce moment pour agir. D'un mouvement rapide, il tenta de désarmer Mike. Dans la confusion qui s'ensuivit, l'objet, qui était en fait un vieux coupe-papier, tomba sur le sol avec un cliquetis. Mike, déséquilibré, trébucha en arrière, le visage rouge de colère et de honte. « Vous ne comprenez pas » balbutia-t-il. « Je me suis occupé d'elle. À ma façon, mais je l'ai fait. » « Occupé d'elle » Robert ne put contenir l'indignation dans sa voix. « Vous l'avez blessée, laissée mourir de faim, utilisée pour de l'argent. Et pire, vous saviez depuis le début qui elle était, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous faisiez chanter Clara. » C'est comme si quelque chose s'était brisé en Mike. Il s'effondra sur le sol, sanglotant. Clara, elle a tout découvert. La fraude, les détournements, elle a menacé de tout dire. Je ne voulais pas que ça arrive. Tu as fait du mal à ma maman Clara? Demanda Sofia, la voix légèrement tremblante. La question innocente sembla frapper Mike comme un coup de poing. Il leva les yeux, remplis de larmes et de remords. Je voulais juste lui faire peur, murmura-t-il. La faire taire. Mais elle est tombée dans les escaliers. Le son des sirènes commença à se faire entendre au loin. Sandra avait réussi à appeler discrètement la police pendant l'agitation. Robert sentit Sofia bouger dans ses bras. À sa surprise, elle demanda à être posée par terre. De petits pas déterminés, elle s'approcha de Mike, qui sanglotait maintenant sur le sol. « Je te pardonne » dit-elle simplement. Tout le monde dans la pièce retint son souffle. Mike leva les yeux, choqué. Maman Clara disait toujours que pardonner te rend plus fort que la personne qui t'a fait du mal, continua Sofia. Et je veux être forte, comme elle. Robert sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour. À cet instant, il vit tellement de Marina en Sofia. La même compassion, la même force intérieure que sa fille avait toujours montrée. Les policiers entrèrent alors dans la pièce, menottant un Mike qui n'opposait aucune résistance. Il ne cessait de regarder Sofia, comme s'il la voyait pour la première fois. Une fois la poussière retombée, Robert réalisa que Sofia était revenue à ses côtés, lui tenant fermement la main. « Grand-père » appela-t-elle doucement. « Oui, mon amour ? On peut rentrer à la maison, maintenant ?» Robert s'agenouilla à son niveau, les yeux embués. « Oui, ma petite. Maintenant, on peut rentrer à la maison. Et tu sais quoi ? Quoi ? Marina serait très fière de toi aujourd'hui. Très fière, en effet. » Sofia sourit, ce sourire qui ressemblait tant à celui de sa mère. « Je suis fière de toi aussi, grand-père. Parce que tu ne m'as pas abandonné. » Béatrice, qui avait observé la scène avec des larmes aux yeux, s'éclaircit doucement la gorge. « Nous avons encore quelques procédures légales à régler, mais... » Elle sourit, « Je pense que cette famille a assez attendu pour être réunie. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ce moment de pardon, cette démonstration de force d'une enfant de 6 ans, ne serait que le début d'un nouveau voyage. Un voyage de guérison, de reconnexion, par-dessus tout, d'amour. Car parfois, les plus grandes leçons de vie viennent des plus petits cœurs. Et parfois, ce sont précisément nos blessures les plus profondes qui nous permettent de construire les ponts les plus solides vers l'avenir. La chambre de Marina était restée intacte pendant des semaines après sa mort. Robert n'avait pas eu le cœur de changer quoi que ce soit, comme si modifier un détail signifiait accepter définitivement son départ. Mais maintenant, debout sur le seuil, la main de Sofia dans la sienne, il voyait l'espace avec des yeux nouveaux. « C'était sa chambre ?» demanda doucement Sofia, ses yeux balayant chaque détail, les posters au mur, les photographies, les livres soigneusement rangés sur l'étagère. « Oui » répondit Robert, la voix nouée par l'émotion. « Et maintenant, elle peut être la tienne, si tu le souhaites. » Sofia lâcha sa main et entra lentement dans la chambre, comme si elle marchait sur un sol sacré. Elle s'arrêta devant le bureau où un cadre photo montrait Marina souriante, serrant Robert dans ses bras. « Elle était si jolie » murmura Sofia en touchant la photo de ses doigts délicats. « Parfois, quand je suis presque endormie, je me souviens qu'elle me chantait des chansons. » Robert sentit son cœur se serrer.
Combien de souvenirs Sophia portait-elle sans le savoir? Combien de moments précieux entre une mère et sa fille avaient été volés par le temps et les circonstances? J'ai trouvé ça dans les papiers de Clara, dit-il en sortant une enveloppe de sa poche. À l'intérieur, une vieille photo, Marina, pas plus de 16 ans, tenant un nouveau-né dans ses bras. Ses yeux brillaient d'amour en regardant la petite Sophia. Est-ce qu'elle m'aimait? La question sortit comme un murmure brisé. Robert s'agenouilla à côté d'elle, lui tenant ses petites mains. Plus que tout au monde, mon amour. C'est pour ça qu'elle s'est assurée que Clara prenne soin de toi. Pour te protéger, pour te donner une chance d'avoir une vie normale. Sophia resta silencieuse un moment, absorbant l'information. Puis, avec la sagesse que seuls les enfants possèdent parfois, elle dit « Alors, j'ai eu 3 mamans. Marina, qui m'a donné la vie, maman Clara, qui s'est occupée de moi, et demanda doucement Robert. Et Marina encore, qui vous a envoyé me trouver quand j'avais le plus besoin de vous. » Ces mots le frappèrent comme une vague d'émotion pure. Sandra apparut à la porte de la chambre, portant quelques sacs. Les nouveaux vêtements que nous avons commandés sont arrivés, annonça-t-elle doucement. Et elle hésita en souriant, il y a une autre surprise dans le salon. Une grande boîte en carton bougea légèrement. Sophia s'approcha, curieuse. Quand Sandra souleva le couvercle, un chiot Golden Retriever en jaillit, remuant la queue frénétiquement. Tout le monde mérite un nouveau départ, expliqua Robert en voyant les yeux de Sophia se remplir de joie. Il a été secouru de la rue, lui aussi. Je peux l'appeler Marina? Demanda timidement Sophia. Robert sentit les larmes lui revenir aux yeux. Je pense qu'elle aurait adoré ça. Les semaines suivantes furent une période d'ajustement. Sophia faisait parfois des cauchemars, se réveillant en appelant Clara ou Marina. Robert apprit à être patient, à être présent, à comprendre que certaines blessures ont besoin de temps pour guérir. Béatrice rendait visite régulièrement, aidant Sophia à traiter ses sentiments par le biais de séances de thérapie. Elle gère beaucoup de choses, expliqua-t-elle à Robert. La perte de 2 mères, la découverte de sa véritable identité, le traumatisme de ce qu'elle a vécu avec Mike. Mais il y avait aussi des moments de joie pure. Comme lorsque Sophia découvrit le piano dans la salle de musique et que Robert réalisa qu'elle avait hérité du talent de Marina. Ou quand elle commença l'école pour la première fois, rentrant chaque jour à la maison avec des histoires excitées et de nouveaux dessins. Un après-midi, Robert trouva Sophia dans le jardin, assise sur l'herbe avec Marina, la chienne, à ses côtés. Elle dessinait dans son nouveau carnet de croquis, un cadeau qu'il lui avait acheté après avoir remarqué sa passion pour l'art. « Que dessines-tu, ma petite ?» Elle lui montra le papier. C'était la même maison avec un jardin qu'elle avait l'habitude de dessiner, mais maintenant il y avait plus de détails. Des fleurs colorées, une balançoire sur l'arbre et 3 silhouettes se tenant la main. Ça, c'est Marina, pointa-t-elle une silhouette avec des ailes d'ange. Ça, c'est maman Clara, indiqua-t-elle une autre silhouette, également avec des ailes. Et ça, c'est nous, montra-t-elle les 2 dernières silhouettes, une grande et une petite, souriantes. C'est toute une famille, commenta Robert, la voix nouée d'émotion. La meilleure partie, dit Sophia en posant sa tête sur son épaule, c'est que même si on ne peut pas voir Marina et maman Clara, elles font toujours partie de notre famille. Ici elle pointa son cœur. Robert serra sa petite fille dans ses bras, savourant une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Oui, il y avait encore un long chemin à parcourir. Oui, il y aurait des jours difficiles. Mais maintenant, ils savaient l'un l'autre. Et parfois, pensa-t-il, c'est précisément dans nos plus grandes pertes que nous trouvons nos plus grands cadeaux. Comme une petite fille qui offrit son pain à un étranger en larmes, ignorant qu'elle commençait un voyage de retour à la maison. L'automne arriva à New York, peignant les arbres du jardin de nuances de rouge et d'or. Robert observait depuis la fenêtre de son bureau Sophia jouer dehors avec Marina, la chienne, qui était devenue sa compagne inséparable. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient commencé leur nouvelle vie ensemble, et chaque jour apportait de petites découvertes, de petits miracles. Monsieur Morgan, Sandra entra discrètement, portant une vieille boîte. Nous avons trouvé ça dans les archives de l'entreprise. Je pense que vous devez voir. À l'intérieur de la boîte se trouvait un journal intime, sa couverture usée par le temps. Le nom Clara Oliveira était écrit sur la première page d'une écriture soignée. Il était rangé dans son ancien casier, expliqua Sandra. Avec ceci. Elle lui tendit une enveloppe jaunie, adressée à Robert, datée de 2 ans, quelques jours seulement avant la mort de Clara. D'une main tremblante, il ouvrit l'enveloppe. La lettre à l'intérieur n'avait jamais été envoyée.
Cher Monsieur Morgan, au moment où vous lirez ceci, je serai probablement parti. J'ai découvert trop de choses, j'ai creusé trop profond, et maintenant je crains les conséquences. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose que j'ai promis à Marina de garder secret jusqu'à ce qu'il soit sûr de le révéler. Sophia n'est pas seulement votre petite fille. Elle est bien plus que cela. Et puis, un cri joyeux venant du jardin interrompit sa lecture. Sophia courait après un papillon, ses cheveux bruns brillant au soleil, si semblables à ceux de Marina. « Grand-père » appela-t-elle en faisant un signe de la main. « Viens voir ce que j'ai trouvé. » Robert mit la lettre dans sa poche, se promettant de finir de la lire plus tard. Il descendit dans le jardin, où Sophia l'attendait avec quelque chose dans les mains. « Regarde !» Elle ouvrit ses petits doigts, révélant un vieux médaillon. Il était enterré près du rosier. Le cœur de Robert manqua un battement. Ce médaillon, il le connaissait bien. C'était un cadeau de sa femme, Hélène, à Marina pour ses 15 ans. Où l'as-tu trouvé exactement, Sophia? Elle le conduisit à un parterre de roses blanches, les préférées de Marina. Je creusais pour planter les graines que tante Sandra m'a données, et il était là. Robert ouvrit le médaillon avec précaution. À l'intérieur, à côté de la photo d'une Marina adolescente, il y avait un petit morceau de papier plié qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophia, curieuse. « Je ne sais pas, ma petite. Mais je pense que ta mère l'a laissé ici exprès. » Le papier était protégé par un mince film plastique, préservant l'écriture de Marina. « Papa, si tu lis ceci, c'est que tu as retrouvé le chemin de la maison. Le chemin vers elle. Je sais que tu dois être confus, peut-être en colère, mais il y a tant de choses que tu ne sais pas encore. Clara n'était pas seulement notre femme de ménage. Elle était bien plus. Et Sophia? Sophia est le plus grand cadeau que le destin pouvait nous faire. Un jour, tu comprendras pourquoi. Prends soin d'elle, papa, comme je sais que tu aurais pris soin de moi si tu avais su la vérité. Depuis le début. Avec amour, Marina. Grand-père? La voix de Sophia le ramena au présent. Pourquoi pleurez-vous encore? Il s'agenouilla dans l'herbe, à son niveau. Parfois, on pleure d'amour, tu sais. Tellement d'amour qu'il ne tient pas dans notre cœur. Sophia sourit, ce sourire qui était si le sien et pourtant si celui de Marina. Comme quand je rêve d'elle? Que veux-tu dire, ma petite? Parfois, je rêve que Marina me serre dans ses bras, qu'elle me raconte des histoires. Et quand je me réveille, mon cœur est si plein qu'on dirait qu'il va exploser. Robert l'attira dans une étreinte serrée, sentant le doux parfum de ses cheveux, un parfum qui, inexplicablement, lui rappelait sa défunte femme. C'est alors qu'il remarqua quelque chose de curieux au dos du médaillon. Une inscription qu'il n'avait jamais vue auparavant. Des mots gravés en lettres minuscules qui firent bondir son cœur, à ma sœur, avec un amour éternel. Les pièces commencèrent à s'emboîter dans son esprit, formant un puzzle qu'il n'avait jamais imaginé. La lettre inachevée de Clara, dans la poche de sa veste, semblait le brûler, détenant la dernière partie d'un secret qui allait tout changer, une fois de plus. Sophia, inconsciente de la découverte, continuait de jouer avec Marina, son rire musical résonnant dans le jardin. Robert la regardait, remarquant pour la première fois de petits détails qui lui avaient échappé jusqu'alors. Des détails qui racontaient une histoire bien plus grande qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Et alors que le soleil d'automne dorait les feuilles mortes, il sut qu'il était sur le point de découvrir la dernière et la plus surprenante vérité sur sa famille. Une vérité qui commençait avec 2 sœurs, un secret gardé pendant des décennies et un amour qui transcendait les générations. Cette nuit-là, après que Sophia se fut endormie, Robert s'assit dans son bureau avec 3 objets devant lui, le journal de Clara, la lettre inachevée et le médaillon avec son inscription mystérieuse. Ses mains tremblaient en ouvrant le journal à la première page. 20 mars 1999. Aujourd'hui, j'ai découvert la vérité sur mon adoption. Maman m'a enfin tout raconté sur son lit de mort. J'ai une sœur jumelle, séparée de moi à la naissance. Une famille riche l'a adoptée, tandis que je suis allé dans un foyer plus modeste. Son nom est? Robert sentit l'air lui manquer. Le nom qui suivait était celui de sa défunte épouse, Hélène. La mère de Marina. Ce n'est pas possible, murmura-t-il, les pages du journal tremblant entre ses mains. Mais c'était bien là. Clara poursuivait son récit, expliquant comment elle avait découvert que sa sœur jumelle avait épousé un homme d'affaires prometteur, Robert Morgan. Comment elle s'était délibérément fait embaucher dans son entreprise pour être proche de sa nièce, Marina.
Comment le destin avait tissé une toile complexe qui commençait enfin à prendre sens. Le cœur battant, Robert prit la lettre inachevée de Clara. Elle est le lien qui unit nos familles, qui corrige une séparation qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Quand Marina a découvert qu'elle était enceinte, c'est vers moi qu'elle a couru en premier. Non seulement parce que j'étais sa confidente au travail, mais parce qu'elle connaissait déjà la vérité, que j'étais sa tante, la sœur jumelle de sa mère. Marina m'a fait promettre de prendre soin de Sofia, de la protéger jusqu'à ce qu'il soit sûr de révéler toute la vérité. Elle savait qu'elle était trop jeune, que le scandale pourrait détruire tout ce que vous aviez construit. Mais plus que ça, elle voulait que sa fille grandisse libre du poids du nom Morgan, libre d'être qui elle voulait. Ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est que je tomberais amoureuse de cette petite, comme si elle était ma propre fille. En Sofia, j'ai vu non seulement ma petite nièce, mais un morceau de la sœur que je n'ai jamais pu vraiment connaître. Sandra entra silencieusement dans le bureau, trouvant Robert le visage baigné de larmes. « Vous saviez » demanda-t-il d'une voix blanche. « Je l'ai découvert il y a peu, en organisant les anciens documents, » répondit-elle doucement. « Il y a encore une chose que vous devez voir. » Elle lui tendit une vieille photographie, jaunie par le temps. Dessus, 2 bébés-filles identiques dormaient côte à côte dans une nurserie d'hôpital. Au dos, une date et 2 mots manuscrits, « Sœur pour toujours ». « C'est pour ça que Sofia ressemble tant à Marina, » murmura Robert. « Ce n'est pas seulement parce qu'elle est sa fille. C'est le sang de Clara aussi. Le même sang que celui de ma femme. » Un léger bruit à la porte le fit lever les yeux. Sofia se tenait là, dans son pyjama licorne, serrant son lapin en peluche. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-elle doucement. « J'ai encore rêvé de Marina. Et de maman Clara. » Elle souriait, elle se tenait la main. Robert ouvrit les bras, et Sofia courut vers lui, se blottissant sur ses genoux comme elle l'avait fait tant de fois ces derniers mois. « Sofia » commença-t-il doucement. « Savais-tu que parfois, l'amour est si grand qu'il trouve des chemins qu'on n'aurait jamais imaginés ?» Elle hocha la tête, ses yeux aux les yeux de Marina, les yeux de Clara, les yeux de sa femme, fixés sur lui. « Ta maman Clara, elle était très spéciale. Plus spéciale que nous le pensions. C'était la sœur jumelle de ton autre grand-mère, ma femme, qui est au ciel avec Marina. » Sofia resta très silencieuse un moment, traitant l'information. Puis, avec cette « c'est pour ça que je sens tant d'amour en moi » parce que j'ai 2 mamans et 2 grand-mères qui veillent sur moi de là-haut. Robert la serra plus fort, laissant les larmes couler librement. « Oui, mon amour. C'est exactement pour ça. Et vous savez ce qui est le plus cool, » continua-t-elle, les yeux brillants. « Maintenant, je comprends pourquoi Marina a choisi maman Clara pour s'occuper de moi. Parce qu'elles étaient de la famille. Comme nous, maintenant. » À cet instant, serrant dans ses bras sa petite fille, le miracle qui reliait tous les fils épars de son histoire, Robert comprit enfin le vrai sens de la famille. Ce n'était pas seulement une question de sang ou de nom. C'était une question d'amour, de pardon et des chemins mystérieux que le destin choisit pour guérir les vieilles blessures. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il restait encore une dernière révélation à faire. Une qui était cachée au fond du journal de Clara, dans ses dernières pages, attendant le bon moment pour voir le jour. Le printemps arriva à New York, couvrant le jardin du manoir Morgan de fleurs de toutes les couleurs. Robert était assis sur la balançoire qu'il avait installée sur le grand arbre, celui-là même que Sofia avait si souvent dessiné dans ses rêves de famille. Dans ses mains, il tenait les dernières pages du journal de Clara, celles qu'il avait gardées pour les lire quand son cœur serait prêt. « Ma très chère Sofia, si tu lis ceci, c'est que tu es enfin à la maison, avec ton grand-père, là où tu aurais toujours dû être. Il y a une dernière histoire que je dois te raconter, mon amour. Une histoire sur 3 femmes qui t'ont aimé plus que tout au monde. Ta grand-mère Hélène, ma sœur jumelle, a su pour moi dans les derniers mois de sa vie. Quand la maladie la consumait déjà, elle m'a cherché. C'est elle qui a arrangé mon travail à l'entreprise pour que je puisse être proche de Marina. Prends soin de notre fille, m'a-t-elle demandé sur son lit de mort. Et je l'ai fait. J'ai regardé Marina grandir, s'épanouir, devenir la jeune femme extraordinaire qu'elle était. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte de toi, c'est comme si le destin avait bouclé la boucle. J'étais là, répétant la promesse que j'avais faite à ma sœur, maintenant à ta mère. Prends soin d'elle, m'a demandé Marina le jour de ta naissance. Jusqu'à ce qu'il soit sûr pour elle de rentrer à la maison. Ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est l'amour bouleversant que je ressentirais pour toi, ma petite. En toi, j'ai vu non seulement ma petite nièce, mais un morceau de nous toutes, la force d'Hélène, la gentillesse de Marina, et quelque chose de complètement à toi,
une lumière qui illuminait tous ceux qui t'entouraient. Je sais que lorsque tu liras ceci, je serai déjà parti, mais je veux que tu saches que chaque instant avec toi a été un cadeau. Chaque sourire, chaque câlin, chaque maman que tu m'as appelée sera chérie pour toujours dans l'endroit le plus sacré qui soit, l'amour. Et il y a une dernière chose. Au fond de la boîte à musique que je t'ai offerte, celle que tu aimais tant et que Mike n'a jamais trouvée, il y a une clé. Elle ouvre un coffre-fort à la banque où j'ai gardé quelque chose de précieux pour toi. Quelque chose que ta mère, Marina, a laissé avant de partir. Avec un amour éternel, Clara, ta deuxième mère et ta grand-tante. Robert eut à peine le temps d'essuyer ses larmes qu'il entendit la voix de Sofia. « Grand-père, regarde ce que j'ai trouvé. » Elle arriva en courant à travers le jardin, tenant une vieille boîte à musique que Sandra avait récupérée de l'ancien appartement de Mike. La même boîte mentionnée dans la lettre. « Il y avait ça à l'intérieur », s'exclama Sofia en montrant une petite clé dorée. 2 heures plus tard, ils étaient à la banque, ouvrant un coffre-fort qui avait attendu des années ce moment. À l'intérieur, il y avait une enveloppe et une petite boîte en velours. L'enveloppe contenait une lettre de Marina. « Ma petite Sofia, maison, auprès du père que j'aime tant. Je sais que tu dois avoir des milliers de questions, de doutes, peut-être même un peu de colère. Mais je veux que tu saches que chaque décision que j'ai prise, c'était en pensant à toi. Tu as été mon plus grand acte d'amour. Si jeune, si effrayé, j'aurais pu prendre un autre chemin. Mais quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai su que tu étais un ange que Dieu avait envoyé pour nous unir encore plus. Moi, tante Clara, grand-mère Hélène que tu n'as jamais connue mais qui nous a bénis du ciel. » Dans la petite boîte qui accompagne cette lettre, il y a quelque chose de très spécial. Le collier que grand-mère Hélène a donné à tante Clara le jour de leur retrouvaille. 2 moitiés d'un cœur, séparés pendant des décennies, enfin réunis. Maintenant, il est à toi. Pour que tu n'oublies jamais que le véritable amour trouve toujours le chemin du retour. Avec un amour éternel, ta maman, Marina. Sofia ouvrit la petite boîte d'une main tremblante. À l'intérieur, un délicat collier en or avec un pendentif en forme de cœur, brisé en 2 puis ressoudé, une fine ligne d'or marquant l'endroit où les 2 parties se rejoignaient. « Grand-père » appela-t-elle doucement. « Tu peux m'aider à le mettre ?» En attachant le fermoir du collier autour du petit cou de Sofia, Robert eut l'impression que toutes les femmes de cette histoire extraordinaire étaient là avec eux. Hélène, sa femme bien-aimée, avec son doux sourire. Clara, la gardienne de tant de secrets et de tant d'amour. Et Marina, sa courageuse Marina, qui avait laissé le plus précieux des cadeaux. « Tu sais, Sofia, dit-il, la voix nouée par l'émotion. Parfois, la vie nous emmène sur des chemins que nous ne comprenons pas. Elle nous blesse, nous sépare. Mais à la fin, l'amour finit toujours par tout réunir, compléta-t-elle en touchant le collier avec révérence. Tout comme ce cœur, n'est-ce pas? Il était brisé, mais maintenant il est entier. » Robert la serra dans ses bras, sentant son petit cœur battre contre le sien. « Exactement, mon amour. Exactement. » Cette nuit-là, Sofia s'endormit en tenant le collier, un sourire serein sur le visage. Dans sa chambre, l'ancienne chambre de Marina qui était maintenant vraiment la sienne, les dessins au mur racontaient une histoire de famille, d'amour et de rédemption. Et Robert, en regardant sa petite fille dormir, comprit enfin que parfois, les plus grandes bénédictions viennent déguisées en nos plus grands chagrins. Que parfois, un cœur doit se briser pour qu'un autre puisse redevenir entier. Dehors, dans le jardin éclairé par la lune, les roses blanches, les préférées de Marina, se balançaient doucement dans la brise nocturne. Et si l'on écoutait très attentivement, on aurait pu jurer entendre l'écho lointain d'un rire de femme, 3 générations d'amour enfin réunies dans l'éternité du cœur.